Bonsoir à tous. Une personne est victime d'une attaque cérébrale toutes les 5 secondes. Dans le monde, on l'appelle AVC, accident vasculaire cérebral. Il s'agit en fait d'un arrêt de la circulation du sang dans le cerveau, un arrêt qui peut avoir des conséquences graves. Avec à peu près 60 000 cas par an, l'AVC est la 2e cause de décès chez les personnes âgées de plus de 60 ans et la 5e chez les 15-59 ans, selon les données de l'Association des étudiants en pharmacie de l'Université d'Alger. La situation est inquiétante chez nous, vu le retard dans la prise en charge, allant de la détection des premiers symptômes, en passant par le diagnostic souvent tardif, jusqu'à la mise en route du traitement thrombolique, dont tous les hôpitaux n'en disposent pas, aux grandes dames de nos malades. Si les chiffres sont aujourd'hui en constante augmentation, quels sont les facteurs qui nous exposent davantage aux AVC? Comment explique-t-on la survenue de cet accident? En quoi consiste la prise en charge de cette urgence? Ce sont en gros les questions que je poserai ce soir à mes invités, et j'ai le grand plaisir de recevoir Dr Laïb Fla. Vous êtes spécialiste en anesthésie et en réanimation au CHU Bab El Oued. Bonsoir. Bonsoir madame. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir ce soir Dr Lounis Massinissa. Vous êtes neurologue, chef d'unité neurovasculaire au CHU de Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Et puis j'ai le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, professeur Mahiaoui Riyad. Vous êtes président de la Société algérienne d'anesthésie et de réanimation. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation et surtout pour ce thème d'actualité. Oui, merci à vous de l'avoir accepté. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir Monsieur Labchi Akli. Vous êtes patient et vous êtes également notre témoin ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci beaucoup, Monsieur Labchi, d'être venu témoigner ce soir. On n'arrête pas de le répéter dans cette émission que c'est très important de venir témoigner pour que les gens puissent se reconnaître, mais aussi pour secouer un peu les consciences collectives, parce que souvent la maladie chez nous est un grand tabou. Je rappelle, Monsieur Akli, que vous avez eu un AVC il y a quelques mois. Vous avez été pris en charge par le service de Tizi Ouzou, donc votre médecin est à côté de vous. Ce soir, ce qui est aussi positif peut-être à rappeler, que vous en gardez presque pas de séquelles. Vous avez repris votre autonomie, c'est ça? Pas du tout, oui. Donc, vous vous sentez chanceux, Monsieur Akli? Chanceux, oui, exactement. Donc, d'abord, je remercie Dieu d'être vu en vie. Ensuite, je remercie le service médical qui m'ont pris en charge dans les délais. Oui. Voilà. Alors, docteur Lounis, Monsieur Akli a eu son AVC à l'âge de 69 ans. La question que j'aimerais vous poser, c'est alors qu'est-ce qui compte finalement dans la guérison? Est-ce que c'est tant l'âge du patient ou plutôt la rapidité de la prise en charge? Bonsoir. Au fait, les deux comptent dans la récupération des patients. Plus le patient arrive dans les délais pour les traitements de revascularisation, plus il aura de chances de récupération. Et l'âge aussi joue un rôle très important. Un patient qui est thrombolisé à un âge jeune récupérera mieux qu'un patient qui est âgé plus de 70 ans, proche des 80 ans. Donc oui, effectivement, les deux facteurs sont très importants dans la récupération par les traitements de revascularisation, effectivement. Oui. Alors, je le disais en préambule que on compte à peu près aujourd'hui 60 000 cas d'AVC en Algérie, donc 60 000 Algériens sont victimes d'AVC et seulement 200 bénéficient des traitements d'urgence. Les AVC représentent aujourd'hui la première cause de handicap non traumatique. On estime que plus de 60% également des victimes des AVC gardent des séquelles à vie. Pour ne pas en arriver là, il faut naturellement une prise en charge précoce, voire très précoce, professeur Mahiaoui. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir sur cette rapidité d'intervention? Comment peut-on l'évaluer en Algérie? Est-ce qu'on arrive finalement à prendre en charge nos patients rapidement? Écoutez, il y a la théorie et la pratique. C'est clair que vous avez bien, au début de l'émission, parlé d'attaque cérébrale. C'est une véritable attaque parce que vu la rapidité de l'installation de l'AVC, c'est des attaques cérébrales. Et bien entendu, on sait très bien que dans le cas de l'urgence, le temps compte beaucoup en général. À l'instar du cœur,
Le cerveau, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit que plus on est rapide, plus on récupère, et plus on en revient à la vie active à 100% des cas. Et donc, on dit, le jargon qu'on utilise en médecine, time is brain, si je translate, c'est le temps, c'est du cerveau. Plus on agit vite, et plus on gagne du cerveau et on récupère, tout en sachant qu'en 1 minute, on perd des centaines de millions de cellules cérébrales quand elles sont privées d'oxygène. Et l'AVC, c'est priver l'oxygène de certaines cellules cérébrales. Mais, bien entendu, il faut avoir la politique de ces moyens, il faut avoir en place un réseau et une filière de prise en charge de l'AVC dans le cadre de l'urgence, dans les 4h30 à 6h, mais on recommande toujours d'être là avant la 3e heure ou à la 3e heure. Donc la filière doit être instaurée de façon efficace. Et le patient qui fait un AVC, c'est pas un patient... Concrètement, professeur Yahiaoui, si vous permettez, aujourd'hui, il y a un autre chiffre aussi, c'est que 20 000 sur les 60 000 décèdent, c'est ce qui n'est pas rien. Le tiers des personnes qui font des AVC en Algérie décèdent, ce qui est juste énorme. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire clairement, on voit naître des UNV, et honnêtement, nous on est partie prenante en tant que réanimateur, société savante, d'anesthésie, des soins intensifs et des urgences, de la création d'UNV, d'unités neurovasculaires, avec nos amis les neurologues, et ces unités ont fait leur preuve dans tous les pays du monde. Absolument. Dans tous les pays du monde. Donc on entend ça et là, à Constantine, à Tizi Ouzou, à Blida, maintenant à Alger, Oran aussi, des registres d'AVC, etc. Mais l'efficience en elle-même et l'accès, c'est-à-dire que le patient qui fait un AVC, si on veut le sauver, il faut qu'il y ait une filière. S'il n'y a pas de filière, on ne peut pas être sûr et garant de le sauver. Vous avez parlé d'Alger, professeur Mahaoui, si vous permettez. Il faut dire aujourd'hui que très peu ou pas du tout d'hôpitaux sur Alger disposent aujourd'hui, par exemple, du traitement phare des AVC qui est la thrombolyse. J'aimerais vous poser la question justement, docteur Laïb. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Vous représentez aujourd'hui en quelque sorte un grand CHU comme même celui de Bab el-Oued. Aujourd'hui, il faut dire que la thrombolyse au niveau de Bab el-Oued a été pratiquement abandonnée. Malheureusement, vous n'êtes pas les seuls. Un autre CHU qui est très, très grand d'ailleurs, peut-être le plus grand d'Algérie, le CHU Mustapha Bacha, ne dispose pas de la thrombolyse, ce qui est très grave. Comment vous prenez en charge les patients qui arrivent en faisant un AVC ? Eh bien, je voudrais seulement apporter une clarification, si vous permettez, sur la disponibilité du médicament. Le médicament existe, il est à notre portée, mais son utilisation requiert, comme l'a dit mon maître et mon professeur, M. Mahiaoui, toute une organisation, toute une chaîne de soins, toute une filière de prise en charge que nous peinons tout à fait à instaurer, de la prise en charge pré-hospitalière jusqu'à la prise en charge hospitalière, avec la disponibilité de tout le staff technique, de tout le personnel qui doit être mobilisé. C'est une véritable mobilisation et c'est une véritable course contre la montre qui doit se faire actuellement. Les AVC arrivent, tout dépend des délais, tout dépend des délais de leur arrivée nous avons des fois, nous peinons à déterminer le délai de survenue parce que souvent il y a un retard d'acheminement du patient, il y a un retard de diagnostic, il faut l'admettre, parce qu'il faut passer par un scanner, Nous avons un centre de tri qui est quand même assez performant, donc les patients passent directement par ordre de priorité. Dès qu'il y a une détresse, ils sont directement orientés vers la spécialité qu'il faut, mais des fois les patients ne sont pas en détresse en matière d'AVC. Ce qui est grave aussi, il faut le dire, aujourd'hui quand même on parle d'un sujet grave, il faut dire aujourd'hui que les patients sont souvent ballottés d'un hôpital à un autre. On leur dit que nous n'avons pas les moyens de les prendre. Ça vous arrive de recevoir des patients d'Alger, docteur Lounis ? Non, très rarement, oui. Vu qu'il y a des services qui doivent les prendre en charge localement. Maintenant, on peut recevoir des patients des EPH voisinants de Tizi Ouzou, notamment de Bouiria et Boumerdès, vu qu'ils savent, on travaille avec eux, vu qu'ils savent qu'il y a une unité neurovasculaire qui prend en charge ces patients-là, donc ils sont adressés très rapidement, mais il est rare où on prend un patient qui vient hors secteur sanitaire que celui de la wilaya de Tizi Ouzou.
Oui. Alors, il faut dire aujourd'hui qu'à votre niveau, vous avez réussi à réaliser une unité neurovasculaire qui prend en charge aujourd'hui justement les patients qui souffrent d'AVC. Cela depuis 2015, c'est ça? À peu près, oui. À quel point cela est-il pénalisant aujourd'hui de ne pas avoir la thrombolyse au niveau des CHU, des grands CHU? Parce que vous avez fait une étude aussi sur l'efficacité justement de la thrombolyse dans la prise en charge des AVC. C'est vrai que la thrombolyse, elle est efficace. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans, qui expliquent un peu l'efficacité de la thrombolyse dans le cadre de la prise en charge de l'AVC ischémique. Les patients doivent arriver dans les délais. Ils doivent trouver une équipe déjà formée. Là, on peut voir des images de votre unité, justement. Effectivement, déjà formée à la prise en charge de l'AVC ischémique. La filière, comme l'a si bien dit ma collègue, elle est très longue et complexe. Dès l'arrivée du patient au pavillon des urgences... Même avant, en principe. Effectivement. En théorie, comme disait professeur Mahiaoui, même avant, en principe, il y a la prise en charge pré-hospitalière. Effectivement. Oui. Tout ça, c'est la prévention, l'information des patients. Donc les patients doivent savoir déjà c'est quoi les symptômes d'un AVC pour comprendre, pour s'alarmer, pour venir essayer de venir très vite aux urgences. Puis ils arrivent aux urgences, une équipe les prend en charge, à savoir les médecins généralistes, les médecins urgentistes. Le médecin urgentiste doit appeler le neurologue doit demander un scanner, donc il faut un radiologue. C'est ce qu'on voit à l'image. Effectivement. Vous voyez, voilà. Effectivement. Les scanners. Le radiologue nous rend la réponse, on fait le diagnostic d'AVC. Non, on demande un avis de cardiologie et parfois un avis de réanimation. Donc vous voyez comment la filière est assez longue et complexe. Donc il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui peuvent se permettre d'ouvrir une unité neurovasculaire. Il faut toute une organisation derrière. Bon, je pense qu'il faut aussi beaucoup de volonté. Oui. Monsieur Akli, est-ce que vous vous rappelez comment ça a commencé chez vous? Non, ça oui, je rappelle très bien. Un peu. Voilà. Et est-ce que vous êtes... C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes dit que quelque part que vous étiez en train de faire un AVC? Vous l'avez su tout de suite? Tout de suite, non, mais je sentais quand même une forme de chaleur qui me montait sur une certaine partie du cerveau. Donc, alors à ce moment, je n'arrive pas à placer dans une discussion un mot à répondre avec qui je discutais. Alors je me suis rapidement levé dans la salle de bain, me regarder dans la glace, s'il y a une déformation, s'il y a quelque chose. Donc, vous vous êtes embêté quand même, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai perdu la parole. Oui. Et tout de suite, j'ai fait 300, 400 mètres pour aller jusqu'au dispensaire pour ensuite m'évacuer à Tizi Ouzou. Ça s'est passé comment? Vous étiez chez vous? Vous êtes énervé? Non, pas du tout. J'avais reçu des invités, puis on a fait une petite tournée dans le village. Et quand on est rentré, tout de suite, je ne me sentais pas... Vous ne vous sentiez pas bien? Bien. Oui. Alors, quels sont les symptômes, professeur Mahiaoui, qui doivent nous inquiéter? Les symptômes révélateurs d'un AVC? Écoutez, ça c'est le premier niveau d'information. Si on veut réussir... si on est là aussi, c'est pour rappeler, non, justement. Je rebondirai un peu sur l'UNV, si vous le permettez. Bien sûr. Et donc, il faudra quand même faire de la sensibilisation au grand public. Il est quasiment impossible de trouver une affiche, je ne sais pas. Dans les hôpitaux, on montre les 3 visages, déformation, perte de la voix, déformation du visage et l'hémiplégie. Je pense qu'il faut commencer par ça. Il faut que, si on sort de cette émission avec le message, que dès l'apparition d'un petit vertige, d'une déviation de la bouche, d'une perte il faut aller consulter. Il vaut mieux consulter à tort que trop tard. Voilà l'adage qu'il faut donner. Mais on n'a pas il n'y a pas, je veux dire, de sensibilisation dans les hôpitaux. Moi, je n'ai jamais vu une affiche dans un hôpital. Et le citoyen, peut-être, ne sait pas ce que c'est qu'un AVC. Ils savent l'AVC quand il est constitué, quand c'est grave, quand il faut trouver une place en réa. Mais dès les premiers symptômes, il faut conditionner le citoyen à aller consulter. Et il y a des formes, bien entendu, des formes d'AVC qui sont transitoires, où la cellule cérébrale est privée d'oxygène pendant quelques minutes, il récupère. Et après, tout va bien, non, j'ai eu un malaise. Mais ça récidive après.
dans 24-48 heures, il peut récidiver gravement. Donc tout ça, il faut l'enseigner, il faut faire de la pédagogie comme on l'a fait durant toutes les émissions de grand public pour essayer d'expliquer aux citoyens que quand il a ces signes, il perd sa voix, son visage est dévié, sa bouche est déviée, il a une faiblesse d'un côté du corps, la moitié du corps, il faut aller consulter. Et c'est là le prix à payer, c'est la consultation dans l'heure qui suit. C'est pour ça que cette création du NV et la complexité aussi de demander l'avis de X et de Y, ça ne nécessite pas une formation extraordinaire pour faire une thrombolyse. Il faut un médecin. Le point focal, je pense que nous, c'est les généralistes qui sont présents dans tout le pays. C'est un pays vaste, c'est très vaste, et il faut donner la même chance à un pays. Ce qui est triste, c'est que là, on est en train de parler de la capitale. Alors j'imagine que c'est pour ça, l'intérieur du pays, ça doit être doublement plus difficile. Implémenter des UNV à 3 heures de chaque ville. Et dans chaque ville, on parlera tout à l'heure de l'innovation qui est la thrombectomie et qu'il faut quand même instaurer dans les grandes villes. Pourquoi pas dans les CHU, pas dans les petites villes, parce qu'ils sont trop loin. Mais déjà, on peut dire qu'être à 3 heures d'un centre de santé pour aller se faire soigner, c'est pas le délai parce que c'est 4h30, mais on dit qu'il faut 3 heures parce qu'il faut aller faire les bilans, etc. Donc c'est ça le prix. Si vous voulez qu'on mette en place les choses, il faut mettre à disposition. Si nous on recommande et si on explique qu'à la moindre alerte, il faut que la personne consulte. C'est très important. Absolument, professeur Mahiaoui. Ce qui est regrettable encore une fois, c'est que ça a été, comme on disait tout à l'heure, par exemple pour le CHU de Bab-el-Oued, c'est que cette technique existait dans certains centres où aujourd'hui elle ne l'est plus. C'est ça qui est encore d'autant plus difficile. Je vais revenir juste sur les symptômes parce que c'est un message très important de cette émission. Monsieur Akli, alors quand vous avez eu vos symptômes, justement c'est ce que disait à l'instant professeur Mahiaoui, pour rappeler aux gens qui nous regardent, vous avez consulté très rapidement. Ça s'est passé comment? Racontez-nous un peu. Une petite parenthèse, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis un hypertendu, donc je suivais un traitement pendant 20 ans, 25 ans, et on ne s'est pas aperçu de... Vous n'avez jamais arrêté votre traitement? Non, jamais arrêté. Vous avez été discipliné? Discipliné, donc tous les 3 mois, je renouvelle l'ordonnance, mais malheureusement, il me semble que les consultations ne sont pas au fond approfondies. Oui. Docteur Lounis, sur les symptômes, alors qu'est-ce qu'on doit retenir? On a parlé de perte de parole, ce que disait Monsieur Akli. Vous avez parlé également de l'asymétrie, professeur Mahiaoui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? Parce que c'est très important. Effectivement, il y a 3 signes principaux de l'accident vasculaire cérébral. Vous avez d'abord un déficit de l'hémiphase ou bien un engourdissement de l'hémiphase, qu'est-ce qu'on appelle une paralysie faciale. Donc le patient ne pourra plus sourire, ne pourra pas gonfler ses joues. C'est ce qu'on doit essayer de faire. On essaie de sourire et voir. C'est un auto-examen. Sinon, le patient présentera un trouble du langage, il présentera une dysarthrie, un trouble de l'articulation du langage. Donc il y aura un problème de la fluence verbale. Sinon, parfois, le langage peut être fluent. C'est une aphasie, mais les interlocuteurs ne pourront pas comprendre ce que dit le patient. Sinon, ce qui est frappant dans l'AVC, c'est la fameuse hémiplégie. C'est la fameuse paralysie qui touche toute la moitié du corps du même côté de la paralysie faciale. La personne ne pourra plus surélever son bras, ne pourra plus surélever sa jambe, ne pourra plus se mettre debout. Donc voici en gros à quoi ressemble un patient qui fait un accident vasculaire cérébral. On peut parler aussi de maux de tête. Est-ce qu'on peut avoir aussi des maux de tête? Dans certains cas, effectivement, on peut avoir des maux de tête. Les maux de tête, ils sont moins fréquents dans l'AVC ischémique que dans l'AVC hémorragique. Dans l'AVC hémorragique, il y aura au fait une éruption de sang dans le parenchyme cérébral, ce qui fera augmenter la pression intracrânienne. Donc le symptôme majeur, ça va être la céphalée, en plus du déficit hémicorporel. Mais au fait, ça dépendra de la région où se localisera le saignement. Oui. Alors, justement, est-ce qu'on peut parler des différents types aujourd'hui parce qu'il n'y a pas finalement un AVC, mais il y en a plusieurs, Dr Laïb. Bien sûr, il y a plusieurs AVC. Bon, nous parlons grosso modo. Je pense que M. Akli a eu un accident ischémique. Voilà, il existe l'accident. Il me semble que c'est précisé par un AIT. Parce qu'on m'a pris pour des soins dans le dispensaire. Donc j'ai repris la parole. Au bout de un quart d'heure, c'est reparti. D'accord. Donc vous pensez avoir eu un AIT un quart d'heure avant? Un quart d'heure avant, oui. D'accord. Effectivement. Oui.
Allez-y. Donc justement, on va revenir sur cette notion justement d'AIT. Comme l'a dit le monsieur, donc l'AIT, c'est l'apparition de troubles qui ne durent pas plus de 24 heures, donc disparition, régression des troubles en moins de 24 heures. Voilà, c'est un accident ischémique transitoire avec reprise des fonctions, voilà, disparition du déficit. Il existe l'AVC, l'accident vasculaire cérébral ischémique. Donc là, nous parlons d'ischémie, donc d'infarctus cérébral. C'est comme l'infarctus au niveau du cœur, mais ça, c'est au niveau du cerveau. Donc il y a une destruction d'une partie du parenchyme cérébral et qui souffre d'anoxie, qui ne reçoit pas suffisamment d'oxygène parce qu'il y a un caillou qui il a migré d'une cavité cardiaque ou bien d'un gros tronc vasculaire, ou bien qui existait au niveau du cerveau et qui a obstrué totalement la lumière. Donc c'est l'artère qui est bouchée. Tout à fait, c'est l'artère qui nourrit le cerveau. Et la partie concernée par l'AVC, il existe aussi les AVC hémorragiques. Donc, comme l'a dit si bien mon collègue, c'est une inondation vasculaire. Donc, ça peut toucher multiples territoires. Ça peut être grave, ça peut même nécessiter une prise en charge chirurgicale. Donc, très souvent, on va dire, lorsque ça s'aggrave, on fait appel à nos confrères neurochirurgiens pour la prise en charge. Oui. Est-ce qu'on peut les classer, professeur Mahiaoui, selon le plus fréquent et le plus dangereux, finalement? Bien sûr. Donc on parle, pourquoi on est polarisé sur l'accident vasculaire cérébral de type ischémique, c'est 85% des cas. C'est ça. 85% c'est de l'ischémie, et jusqu'à preuve du contraire, quand on fait une aphasie, on a le visage qui est dévié ou on a une hémiplégie, jusqu'à preuve du contraire, on parle de d'ischémie. D'ischémie, voilà. Tant qu'on n'a pas la preuve qu'il n'y a pas de l'hémorragie dans le cerveau. Et donc les pronostics, c'est deux choses totalement différentes, et le pronostic est meilleur parce qu'il y a un délai. En dehors de ça, il y a l'accident vasculaire hémorragique, 15% des cas, et il y a des hémorragies aussi méningées, etc., qui ne sont pas. Mais le plus important, et le plus facile à soigner et qui ne nécessite pas encore une fois une formation, une expertise extraordinaire et qu'on peut en mettre en place rapidement, c'est le traitement de l'accident vasculaire ischémique pour gagner des vies. Et c'est le plus fréquent. C'est le plus fréquent, 85%. Et l'autre AVC hémorragique, c'est une autre filière qui n'est pas aussi urgente quelquefois que l'accident vasculaire. Et puis souvent, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est ça peut-être? Non, il y a des choses à faire, mais ce n'est pas la même filière. Dès qu'on détecte un accident vasculaire cérébral hémorragique suite à un scan, il sort de la filière de l'ischémie. Il va vers une filière, comme a dit le docteur Laïb, c'est neurochirurgical, parce que le cerveau a pris un coup, il y a de l'hématome, il y a de l'anoxie, et ça laisse des dégâts. Mais 85%, encore une fois, restons optimistes, si on veut sauver des vies humaines, c'est la mise en place et le traitement sur une filière dédiée en quelques minutes, voire quelques heures, l'accident vasculaire ischémique. Absolument. Et ça, je le redis et je le redirai durant toute l'émission. Bien sûr, il faut le dire, hein, c'est très important. Et si on est là, d'ailleurs, c'est pour le faire. Hein. Docteur le ministre, justement, alors M. Akli disait tout à l'heure qu'il avait fait un AIT juste avant, justement, son accident cérébral. Alors, insister peut-être sur cette notion, hein, sur les personnes qui ont fait déjà des AIT, la nécessité de les suivre, la nécessité de les sensibiliser, hein, sur le risque de faire un AVC. Effectivement, au fait, 20% des AVC ischémiques sont précédés d'un AIT, hein, ce qui est énorme, et c'est ce qui donne une chance, hein, pour le patient d'essayer de consulter. Maintenant, nous, lorsqu'on reçoit, on a de la chance parfois de recevoir des patients qui ont fait des AIT, qui récupèrent au bout de 60 minutes. Ils arrivent dans le cas de l'urgence, on les examine, effectivement, on remarque qu'ils ont totalement récupéré, mais on ne les laisse pas repartir à la maison. Hein, c'est ce qu'on appelle un syndrome de menace cérébrale, on les hospitalise, et surtout les chirurgiens jeunes. Pour le cas de M. Akli, on aurait pu lui éviter l'AVC. Hein. Au fait, on l'a évité. Il a été thrombolysé, il a eu la chance d'être thrombolysé. Mais pour certains autres patients, notamment qui échappent à ce circuit d'unité neurovasculaire, parfois, malheureusement, ils sont renvoyés à la maison. Hein, et le lendemain, quelques jours plus tard, ils reviennent dans le cas de l'urgence avec une hémiplégie installée, une ischémie irréversible. Ils gardent un déficit toute leur vie, malheureusement. En réalité, idéalement, il aurait fallu qu'il y ait des structures, hein, spécialisées justement pour suivre les personnes qui font des AIT avec des hospitalisations, ce que
que vous disiez à l'instant. Mais à défaut, il faut peut-être sensibiliser les gens qui nous regardent aussi, hein, professeur Mahiaoui. Effectivement, juste rebondir, l'AVC est hospitalisé, quel que soit le type d'AVC, quel que soit l'âge de l'AVC et quel que soit l'état de l'AVC. C'est 3 trucs à retenir. Il faut les hospitaliser. On a renvoyé, monsieur le a raison, des malades, des urgences qui ont récupéré, ils étaient bien tranquilles, ils étaient heureux de rentrer chez eux. Malheureusement, les personnes qui font l'AIT à la maison, sur un malaise, ils disent c'est un malaise, j'ai eu une hypoglycémie, je me suis énervé et tout, ne consultent pas. Donc pour dire qu'il vaut mieux, je redis ce que j'ai dit, consulter à tort que trop tard. Dès qu'on a un signe qui témoigne d'un accident vasculaire cérébral, même pas les 3, la face, la bouche, etc., c'est un malaise, c'est une perte de connaissance, c'est une petite faiblesse de l'hémicorps, il faut consulter. Et je pense que c'est ça ce que tu dois dire à nos téléspectateurs. Pas uniquement la consultation, hein, quand je dis qu'il faut sensibiliser aussi les patients, peut-être que parfois il faut se faire suivre, hein, n'est-ce pas, docteur Laïb? Peut-être parfois on a même des traitements qu'on peut donner de type l'aspirine par exemple ou autre, hein, corrigez-moi si je dis des bêtises. La prévention primaire. Souvent, les gens ont tendance à négliger la prise tensionnelle, qui est quand même un élément de surveillance très important, même chez les sujets sains, parce qu'on peut avoir des tensions tout à fait normales au courant de sa vie. Il y a des fluctuations et puis à un moment donné, on peut faire de l'hypertension artérielle. Donc il y a des paramètres. La tension en premier lieu, il y a aussi le taux de cholestérol qu'il faut surveiller régulièrement. Et là, nous n'avons peut-être pas cette culture de consulter régulièrement chez le médecin de famille. Hein. Le médecin de famille n'est pas une notion très très répandue chez nous, alors que ça devrait exister. Le médecin généraliste est la pièce angulaire du système de santé. Donc chacun doit avoir son médecin traitant et doit aller lui rendre visite régulièrement pour des check-ups, pour des examens. Il y a aussi la glycémie. La glycémie qu'il faut prendre régulièrement parce que c'est aussi un facteur de risque. Et puis, naturellement, la sédentarité, l'obésité, le tabac, tout ça, ce sont des facteurs de risque qu'il faut prendre en considération. Absolument. Alors, vous avez cité quelques facteurs de risque. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, justement? Vous avez un peu anticipé sur ma question. J'allais dire, justement, quels sont les facteurs de risque aujourd'hui. Alors, vous avez parlé un peu de cette triade très importante où le patient peut-être devrait faire attention quand on a du diabète éventuellement avec de l'hypertension et de l'hypercholestérolémie. Quels sont les autres facteurs? Effectivement, en fait, on peut prévenir l'AVC. L'AVC, on peut le prévenir à travers la lutte contre les facteurs de risque de la maladie. Nous avons principalement 4 facteurs de risque. On a l'hypertension artérielle, les hyperglycémies, la surcharge pondérale et le tabac. Donc, si on a les 4, c'est la totale. C'est explosif. C'est explosif. Mais souvent, ça on le remarque, la plupart des patients qu'on reçoit dans le cadre d'urgence pour un AVC, on retrouve ces antécédents, soit d'hypertension, soit de diabète déséquilibré et de surcharge pondérale. Et maintenant, bien avant d'arriver à ces facteurs de risque, vous avez ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Bien avant que les patients fassent leur hypertension, leur diabète ou bien leur surcharge pondérale, on peut les diagnostiquer, on peut les prévenir. Un patient qui fait une hypertension, des tensions artérielles proches de celles de l'hypertension, un patient qui fait un état prédiabétique, un patient qui fait une surcharge pondérale au niveau du ventre, un patient qui fait une légère élévation des taux de lipides dans le sang, c'est un patient à très haut risque qui fasse un AVC ischémique. Donc la lutte contre ces facteurs de risque fera diminuer le risque qu'il fasse un AVC ischémique. On ne parle pas de la notion de génétique, mais finalement, il y a de la génétique aussi dans les AVC, parce qu'on parle un peu peut-être des parents qui ont fait par exemple un infarctus. Est-ce que ça aussi, ça nous expose davantage à faire un AVC? Au fait, il existe effectivement des AVC génétiques. Il existe des AVC chez l'enfant génétiques. Il existe des pathologies cardiaques, des pathologies hématologiques chez l'enfant qui peuvent donner un AVC. Il y a une susceptibilité génétique, mais même les facteurs de risque que j'ai cités ont une certaine susceptibilité génétique. Ils nous le rapportent. Les patients nous disent, voilà, j'ai le papa qui avait un diabète, j'avais la maman qui avait une hypertension, ainsi de suite. Donc effectivement, il y a une part de génétique, mais elle n'est pas absolue. Quand on a par exemple un parent qui a déjà fait un infarctus à un âge assez jeune,
cette notion peut-être de précocité aussi qui nous expose un peu plus, non ? Oui, effectivement, Voilà. ça peut être alarmant. Là, on doit chercher coûte que coûte l'étiologie. Oui. C'est très important de faire une exploration très large. C'est ce qu'on appelle l'exploration post-AVC. Donc, on doit chercher des pathologies cardiaques qui ont peut-être donné l'AVC, des pathologies du sang et autres. Oui. On parle aussi de la pilule contraceptive quand elle est associée avec le tabac aussi, ça c'est dangereux. Pas qu'associé avec le tabac, même la pilule contraceptive, elle augmente le risque thromboembolique, hein, notamment chez la femme qui a eu beaucoup de grossesses, hein, ça on le connaît, effectivement. Excusez-moi. Oui. J'ai perdu le fil. J'allais vous dire aussi le stress. Le stress Hein? Le stress aussi, on peut parler de stress aussi également. Oui, le stress, c'est l'un des facteurs de risque, effectivement, de l'accident vasculaire cérébral. Oui, certains métiers aussi, ça peut nous exposer. Alors, j'avais pensé peut-être à M. Akli, puisqu'il est enseignant. Hein, je me dis peut-être que ça aussi, peut-être, ça pourrait nous exposer à faire des accidents cérébraux, non, docteur Lounis? D'avoir des métiers assez stressants. Oui, c'est l'un des facteurs de risque qui a été rapporté. Il y a certains métiers, ils sont stressants. Est-ce que c'est relatif? Non, pas de façon absolue. Direct. Mais le stress peut augmenter le risque de faire ces facteurs de risque, notamment l'hypertension, le diabète et l'infarctus du myocarde. Docteur Laïb? Si vous permettez, parmi les facteurs de risque aussi, il y a la sédentarité. Il y a une étude qui a été menée et qui parle de 50% de moins de risque, enfin un risque diminué à 50% chez les personnes qui pratiquent de l'activité physique de façon régulière, mais eh bien elles ont moins de chances, de risque, pardon, de faire un AVC. Eh bien, la sédentarité, voilà, finalement, avoir une bonne hygiène de vie est un grand facteur de risque avec le mode de vie que nous adoptons actuellement, la sédentarité et le stress. Et le stress, oui, le stress, la soumission à un stress aigu, extrême. Peut-être pas les professions stressantes, mais beaucoup plus une mauvaise nouvelle ou bien. C'est pour ça qu'on a tendance à épargner les sujets âgés, à ne pas trop leur donner, leur annoncer de mauvaises nouvelles. Monsieur Akli, dans votre cas, on a identifié le facteur de risque ou la cause de votre AVC? Oui, et du moment que je me suis orienté vers le service interne, donc dans le cadre de l'exploration les facteurs de risque, oui. Donc on m'a découvert beaucoup de choses. Donc le diabète par exemple. Oui. Vous ne saviez pas que vous étiez diabétique avant votre AVC? Comme ça, 1 gramme, 1 gramme 40, on ne savait pas qu'on avait un cholestérol, plutôt le diabète à ce stade. Donc on m'a mis sur un traitement que j'arrive à adapter. Oui. Donc vous étiez hypertendu, vous avez découvert aussi que vous étiez diabétique. Hypertendu depuis 20 ans, plutôt 25 ans. Donc le stress, oui, peut engendrer le cas de cette maladie, mais comme je n'arrive pas à comprendre le pourquoi de cette maladie. Oui. Professeur Mahaoui, il est important d'identifier le facteur de risque. Oui, pour la prise en charge justement des patients. Absolument, parce qu'il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. Si on n'identifie pas les facteurs de risque, c'est sur lesquels on peut agir. C'est ça. Où la main de l'homme peut agir. Quand il y a des cellules nerveuses qui ne sont pas oxygénées, ou il y a une obstruction d'une artère quelconque dans le cerveau qui n'emmène pas, on peut absolument de la thrombolyse. Mais on peut gérer les facteurs de risque, notamment, comme a dit le docteur Laïb, la recommandation de faire du sport, de baisser son BMI, il faut baisser son arrêter la cigarette pour les gens qui arrêter la cigarette, aussi. Arrêter de manger du gras, arrêter de fumer beaucoup, parce que pratiquement les AVC, rarement on trouve quelqu'un qui n'a pas beaucoup fumé et qui ne fume pas beaucoup. Donc c'est pas le cas de monsieur. Voilà. Mais je veux dire que c'est des facteurs de risque sur lesquels on peut manipuler, on peut agir pour éviter la survenue de cet AVC qui quelquefois est catastrophique. L'hypertension artérielle, certains traitements, certaines pathologies cardiaques, les anticoagulants.
Les malades soumis à des anticoagulants, il y a le risque hémorragique et le risque ischémique. Donc tout ça, donc c'est à surveiller. voilà, à surveiller comme du lait sur le feu. Mais c'est surtout que la personne qui est hypertendue soit briefée par le médecin traitant pour lui dire voilà les symptômes. Si jamais vous avez ça, voilà les signes. Il faut consulter, il faut aller à l'hôpital, à centre de santé. Donc c'est très important où la main de l'homme peut gérer ces facteurs favorisants et provocateurs d'AVC. Autrement dit, c'est bien d'identifier, même dans l'évaluation du risque, même l'AVC quand il survient, quand le malade arrive, il y a un médecin, un neurologue, le généraliste, parce qu'on a opté pour le généraliste, ou là, le réanimateur, ou là, peu importe. Parce que on a un petit... Et donc, l'infirmière peut elle-même évaluer le risque chez le patient, le score, etc., pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est très, très important de parler des facteurs de risque, parce que c'est eux qui vont faire démarrer la stratégie de lutte contre l'accident vasculaire cérébral et bien entendu l'infarctus du myocarde et les autres pathologies. Oui, absolument. Monsieur Akli, vous avez récupéré rapidement après la prise en charge pour aller un peu dans le traitement. Très rapidement. D'abord, dans le service de neurologie, j'ai passé 72 heures. Donc, racontez-nous un peu comment ça s'est passé, la prise en charge. Vous êtes arrivé, vous étiez en train de faire un malaise. Un malaise, donc on m'a évacué dans le service de tri. Rapidement, je me suis débrouillé une place, parce que c'est pas facile de trouver une place. Donc on m'a diagnostiqué, on m'a demandé d'aller au service de neurologie et là ils m'ont pris en charge avec les scanners, etc. Oui. Dans la même nuit, j'ai reçu un traitement qui m'a sauvé par rapport à la thrombose. Oui. Vous avez attendu combien de temps c'est-à-dire depuis l'apparition des symptômes? Dès que vous avez eu les symptômes, vous vous êtes dirigé vers l'hôpital, c'est ça? Ça s'est passé comme ça? À une vingtaine de kilomètres de Tizi Ouzou, donc j'ai mis à peu près entre 14 de temps à 14,5 de temps. Ah, quand même. Attends. Oui. Il n'habitait pas Tizi Ouzou, il était loin à la périphérie de Tizi Ouzou. Franchement, bravo. En fait, ça, c'était le fruit du travail. C'était le fruit du travail qui a été fait sur la sensibilisation, notamment des médecins de périphérie. Donc, on leur fait régulièrement des formations, des sessions d'information, du fait qu'il existe une unité dédiée à la prise en charge de ces patients. Et le résultat, on le voit au bout de 2 ans, on arrive à recevoir de plus en plus de patients qui arrivent dans les délais. C'est quelque chose de très important. C'était un peu juste quand même pour M. Akli finalement. Non, il suffit juste d'injecter le traitement dans les 4h30. 4h30 du début de la symptomatologie. Maintenant, il y a certains cas, on peut se permettre d'aller jusqu'à 6 heures de temps. C'est des cas un peu particuliers. Mais si le patient arrive aux urgences, qu'on fait le diagnostic à 4h30 pile, on peut injecter le traitement. Donc il n'y a aucun souci. Vous êtes sorti sans séquelles. Au bout de 3 jours, vous avez dit 72 heures à l'hôpital. J'ai repris la parole. Je me déplacer. Je suis autonome. Voilà. Donc parfois j'ai tout un peu des difficultés pour monter beaucoup de marches d'escalier. Donc une fatigue. Donc vous avez une fatigue. Et c'est par rapport à ce qu'on a découvert au niveau de la médecine interne. C'est des petits vaisseaux qui sont éclatés qui vont reprendre après. Voilà. Et ça vous a pris combien de temps pour récupérer complètement? Ça m'a pris pas beaucoup de temps. Ça fait 3 mois depuis que je fais l'AVC. En fait, il a récupéré en quelques minutes de son déficit. C'est spectaculaire. C'est ça. Il faut ça le s'apparente voir. Finalement, alors il faut dire qu'on parle de la thrombolyse, de ce traitement qui s'apparente aujourd'hui presque à un traitement miracle. Oui, c'est un traitement miracle, on peut le dire. Bien sûr, éviter à quelqu'un une paralysie, éviter à quelqu'un un handicap, c'est quelque chose de très important, c'est spectaculaire à voir. Et on le sait, le coût de l'AVC, il est très très important. Un patient qui est hospitalisé et qui ne reçoit pas un traitement de recanalisation, c'est un patient qui va coûter extrêmement cher à l'État. Il va dépenser énormément d'argent et en dépit de cet argent qui sera dépensé, les séquelles seront très importantes. Il n'y aura aucun gain. Donc pourquoi pas développer encore plus ce genre d'unité spécialisée. Ce que vous dites là est très important, docteur Lounis, c'est dire aujourd'hui que l'investissement dans la santé est aussi rentable d'un point de
vue économique, parce qu'on perd d'abord des gens qui meurent prématurément. L'handicap aussi, cette personne ne va pas être rentable pour la société, donc du coup, elle va devenir un fardeau pour la société. Les congés maladie, les départs en retraite anticipée, tout ça, ça coûte très cher pour la société. Alors qu'en finalité, investir dans la santé, c'est rentable, économiquement, n'est-ce pas, professeur Mhiaoui? Effectivement, on dit que la santé n'a pas de coût, mais il faut un prix pour la santé. Absolument. Et donc, effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est bien beau, la belle histoire, mais c'est multiplier des expériences et mettre, je vous assure, c'est rien mettre une unité, c'est absolument, il ne faut pas, quand tu as parlé, tu as dit, il faut l'avis du cardiologue, du réanimateur, ne compliquons pas la chaîne, il faut aller rapidement. Tu peux même par téléphone, sur ton smartphone, poser quelques questions à ton patient, bouge la main, siffler, parler, et tu diras le diagnostic, allez-y. Ça se fait quelques ailleurs, minutes, absolument. l'injection dure quelques minutes, on prend une seringue, on remplit le thrombolytique et on l'injecte, et c'est spectaculaire. Quelquefois, la voix est reprise, la parole est reprise sur place. C'est ça, c'est le cas de M. Akli, bien sûr. Donc c'est spectaculaire quand c'est fait à temps. Donc, les expériences, comme disait Ouzou, qu'on est fiers déjà d'avoir des centres comme ça, et comme à l'instar de tout le pays, pour ne pas stigmatiser, mais faisons en sorte, associons-nous en tant que société savante, la neurologie, la réa, la médecine, même la société de médecine générale, qui à mon avis est très importante. C'est quoi le frein finalement, professeur? Je ne sais pas, est-ce que les moyens sont là? Est-ce qu'on n'a pas les moyens? Est-ce qu'on parle de pénurie Dr Haït médicale? disait que la thrombolyse existe au niveau du CHU, mais c'est un problème de personnel. C'est ça. Donc c'est pas une question de moyens finalement. Non. Mais un malade qui arrive, il a perdu la parole, il a dévié son visage, il arrive, il faut qu'il soit pris. Il ne faut pas qu'il passe par les urgences. Il faut une filière dédiée. Absolument. Mais c'est neige, il ne faut pas attendre. Oui. Alors est-ce qu'on peut... Oui, allez-y, docteur. Je voulais juste souligner que tous les patients qui font un AVC ischémique ne sont pas forcément candidats à la thrombolyse. Oui, on y arrive justement. Voilà. Oui. Alors est-ce qu'on peut expliquer justement ce que c'est que la thrombolyse? Alors la thrombolyse, c'est l'injection en intravasculaire d'un produit qui va dissoudre le caillot, grossièrement, de façon très schématique, dissoudre le caillot qui est là. C'est un traitement non invasif. C'est un traitement non invasif, tout à fait. Bon, bien sûr, il a ses prérequis, il existe des scores, il existe des contre-indications à ce traitement. Une fois qu'il est injecté dans les délais, on aura une recanalisation du vaisseau et une reperméabilisation du parenchyme qui était en souffrance, donc il ne recevait pas d'oxygène. Et voilà, la magie se fait et le patient reprend ses fonctions. Et c'est spectaculaire, comme l'a dit mon collègue. Le but de ce traitement, docteur Lounis, c'est de sauver la vie ou d'éviter des séquelles, ou les deux? C'est d'abord de sauver une vie. D'accord. On sait que l'accident vasculaire cérébral augmente le risque de décès, que ce soit à la phase aiguë, que ce soit en post-AVC, mais aussi de lui éviter, si on lui évite le décès, on va lui éviter un handicap invalidant. Absolument. Bien sûr. Sortir avec une autonomie complète, c'est possible aujourd'hui, justement, avec la thrombolyse. La première cause de handicap dans le monde. Oui. Non traumatique, absolument. Non traumatique. Oui. Je pense que on lui enlève le handicap, mais je pense que c'est pas définitif, c'est provisoire. C'est-à-dire que je peux, oui. Parce que c'est-à dire qu'il faut continuer à surveiller. Il y a un risque de récidive. Un risque de récidive parce que dans mon cas par exemple, j'ai complètement la carotide qui est bouchée et je ne suis pas alimenté de ce côté. Donc le risque est plus élevé. Oui. Docteur Lounis. Récidive. Oui. En fait, effectivement, on explique au patient, même s'il récupère. On voit bien qu'il est bien totalement. briefé. Oui, il est avec nous, il la récupère totalement. Ce qu'on lui a dit, faites attention. Si vous ne faites pas attention à être à cheval sur vos chiffres tensionnels, sur vos chiffres glycémiques, allez souvent en consultation de cardiologie, d'endocrinologie, et de revenir en neurologie, vous risquez de refaire un AVC. Est-ce qu'on a un chiffre sur les risques de récidive, justement? Non, j'ai pas de chiffre sur ça. D'accord. Je ne sais pas si le professeur... Oui, c'est entre 15-20% de récidive s'il n'y a pas de prévention secondaire et s'il n'y a pas les précautions à faire. C'est relatif. Voilà, c'est relatif. Notamment lui, il a parlé d'une symptomatologie
qu'on pratique chez nous, sur l'étiologie. Okay. Il a bouché une carotide, donc il faut dire aussi que la sténose carotidienne est génératrice d'AVC. Comme moi j'ai la chance de travailler dans un service de chirurgie vasculaire, donc on opère beaucoup les carotides, chose qui se faisait avant, et qui sont, même les patients qui font des AVC, on les opère, on les désobstrue de façon chirurgicale la carotide. Donc, information de taille qu'a nous donné notre cher ami. Oui. Est-ce que cela dépend aussi de l'âge, hein? On avait parlé tout à l'heure de l'âge, justement, cette capacité de récupération. Est-ce que les récidives aussi dépendent, par exemple, de l'âge et de la localisation aussi de l'AVC, parce que ça aussi, c'est important? Bien sûr, l'étendue surtout, l'étendue et la localisation, tout à fait. D'ailleurs, l'étendue et la localisation de l'AVC sont à eux seuls un critère d'admission en réanimation, parce qu'un AVC qui est quand même étendu hémisphérique va certainement donner des signes très grave. Souvent, le patient est en déficit neurologique, voire il est dans le coma. Donc oui, si on a un AVC qui est étendu, le pronostic est certainement moins bon. Et pour cela, il existe, nous avons entre réanimateurs et neurologues nos propres scores, nos scores pronostiques de prise en charge et de surveillance pour cela. Oui. Est-ce que tout le monde est éligible à la thrombolyse, hein, Dr Lounis, et est-ce qu'il y a des contre-indications? Non. Ce n'est pas tous les patients qui arrivent dans les délais qui sont éligibles à une thrombolyse. Il y a énormément de contre-indications. Il y a toute une liste, une checklist à suivre pour que il n'y ait pas de risque de saignement. Il faut le dire, le risque de la thrombolyse, c'est la transformation hémorragique. Donc il y a tout un tas de recommandations à suivre afin d'éviter ce risque de saignement. Mais ce n'est pas tous les patients qui arrivent dans les délais qui sont éligibles à une thrombolyse. Oui. Alors, les AVC ne concernent pas, malheureusement, que les personnes âgées. On parle d'un quart des personnes qui auraient moins de 65 ans. C'est quoi la cause? Est-ce qu'on peut parler de prévention dans ce cas précis, justement? 10%, moins de 45 ans. Oui. 10%. Il y a les plus de 65 ans et les plus de 75 ans. Généralement, la moyenne d'âge, c'est 70 ans pour l'AVC. Une petite majorité entre 40 et 10% de moins de 60. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Et c'est ça le fardeau pour la société, pour la sécurité sociale, pour l'économie de santé, etc. C'est des gens qu'on arrache carrément à la vie active, à la société, à leur travail, à leur boulot. Donc ça, c'est très très important. Et on revient sur les facteurs de risque. On revient sur les facteurs de risque qui sont maintenant de plus en plus jeunes. Les gens fument à partir de 20 ans, plus que le gars qui a fumé toute sa vie. Il y a d'autres fléaux dans la société, mais et effectivement, les drogues, quelques trucs pour le sport, etc., avec cette consommation, etc. Et aujourd'hui, c'est un fléau quand même qui explose. Explose, et qui fait que... Donc, tout ça fait que nul n'est à l'abri. N'importe qui peut faire un AVC à n'importe quel âge de sa vie, notamment jeune ou pas jeune. Et c'est pour ça qu'on dit que l'AVC doit être hospitalisé, quel que soit l'AVC, quel que soit son âge et quel que soit son état. Juste pour vous dire, avant de passer à la question, juste pour vous dire, dans certains pays, ils ont fait un protocole que même les personnes âgées, quand ils font l'AVC, il n'y a pas de raison pour ne pas les prendre en charge. Mais ils leur donnent une chance pour les recanaliser. On fait de la thrombolyse, bien entendu, en prenant les précautions d'usage et bien entendu dans les délais inférieurs à 4h30, et ils leur donnent une chance. Si la personne récupère, elle rentre chez elle, mais le seul préalable, c'est qu'il n'y aura pas de réa après. Le malade n'ira pas en réa parce que ça n'a pas de sens après. 90 ans, si on ne récupère pas, il n'y a pas de... Donc il y a des solutions pour tout, mais à condition de s'organiser, de donner les moyens et de faire une filière fluide où on peut rapidement accéder à la thrombolyse. Absolument. Monsieur Akli, quels sont les conseils qu'on vous a donnés après votre AVC? Est-ce que vous avez essayé quand même d'améliorer, par exemple, votre hygiène de vie? Est-ce que vous avez agi sur certains aspects de votre vie? Vous avez essayé de les améliorer? D'accord. J'ai été hospitalisé dans le service médecine interne pour une exploration de cette maladie. Donc j'ai passé beaucoup d'examens, tels que l'holtère, tels que le TO, tels que l'angiographie, un tas de choses à faire. Des choses à faire. Donc on m'a suggéré de suivre le traitement.
Oui, vous êtes sous traitement aujourd'hui, absolument. Un traitement post-AVC. Voilà. On m'a suggéré de venir, de continuer l'exploration. Donc, un contrôle régulier. Un contrôle tous les 3 mois. Oui. Après, c'est tout. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure justement, pour revenir un peu sur ces 60% qui gardent des séquelles. Est-ce que ces gens-là peuvent récupérer aussi, docteur Lounis, avec une rééducation peut-être? Oui, heureusement. Sinon, on ne serait pas acharné à suivre un patient post-AVC. Les patients qui malheureusement ne bénéficient pas d'un traitement de réorganisation, que ce soit par thrombolyse, que ce soit par une thrombectomie qui existe en Algérie, notamment il y a un service pilote à Blida, il faut le dire, ces patients-là doivent être adressés en rééducation. Et là, je vais souligner un petit souci que nous avons. Au fait, les services de rééducation ne peuvent pas se permettre de prendre en charge tous les patients qui font un AVC ischémique. La majorité des patients d'entre eux, se retrouvent à faire de la rééducation à titre externe. Et cette rééducation à titre externe, elle est payante, ça coûte les yeux de la tête. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à prendre en charge ces patients-là, vu que c'est une pathologie assez fréquente. On est en train de prendre en charge les patients dialysés, c'est une pathologie chronique. Pourquoi pas prendre en charge la rééducation des patients qui ne bénéficient pas d'une hospitalisation dans des services? Absolument. D'autant plus que dans le cas de l'AVC, la rééducation peut durer des années. C'est ça qu'il faut rappeler. Oui, c'est un problème qu'on soulève souvent dans cette émission, c'est-à-dire cette prise en charge de nos patients dans des infrastructures privées. Alors, je voulais revenir, insister sur cette notion de rééducation, peut-être parce que c'est très important pour dire aux gens qu'il ne faut pas perdre espoir. On dit souvent que le patient va récupérer généralement les premiers mois. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de date butoir finalement pour reprendre. Non, absolument pas. Quand on sait que la plupart des AVC perdent leur réflexe de déglutition, donc il y a un problème déjà pour avaler. Et très souvent, nous les sortons avec des sondes nasogastriques à demeure, donc ils s'alimentent à travers un tuyau qui passe du nez, qui s'abouche à l'intérieur de l'estomac, donc les gens sont alimentés comme ça. Déjà, il y a une rééducation oropharyngée qui doit se faire, et puis il y a le déficit moteur qui est très souvent prononcé, et en complément à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, plus le sujet est âgé, plus les séquelles sont importantes, et donc plus la prise en charge est lourde, parce qu'en général, ce sont des patients qui ont plusieurs comorbidités, plusieurs maladies. Plus il est âgé, plus il a de pathologies chroniques, et plus les complications seront sévères et lourdes de conséquences. Et donc, la prise en charge dans les services de rééducation se fait difficilement, parce que ça reste des patients très lourds. Oui. Professeur Mahiaoui, peut-être pour terminer, parce qu'on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission, rappelez qu'il y a un traitement, un post-AVC, qu'on doit prendre à vie, c'est ça? Oui. Le traitement post-AVC, on revient sur la genèse de l'AVC, les facteurs de risque. Comme on fait une prévention primaire avant de faire un AVC, on fait une prévention secondaire après avoir fait l'AVC, notamment l'équilibre glycémique, l'équilibre de l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité, les anticoagulants. Donc tout ça fait que... Je reviens juste par rapport à ce que vous dites par rapport à la rééducation. Il y a une frange de malades assez lourde, et c'est surtout l'apanage des AVC hémorragiques. Nous, en restant dans le contexte ischémique, on opte, on ambitionne à récupérer nos patients rapidement. Donc on parle pas de gravité. Donc c'est surtout pour aller dans un truc optimiste. Donc bien entendu, la prévention secondaire, elle existe, et monsieur, je pense qu'il a sur prévention secondaire, il a ses bilans réguliers et il est suivi de façon correcte. Il est plus suivi qu'avant l'AVC. Oui, absolument. Alors il faut dire justement finalement qu'il y a un suivi. Pour terminer, un mot de fin, il y a un suivi après l'AVC, c'est-à-dire la prise en charge n'est pas uniquement dans l'aigu. Oui. Vous savez, le chapitre post-AVC, il est très important.
On le dit, je le redis. C'est ça. Le patient qui sort indemne de son premier AVC ne veut pas dire qu'il ne va pas refaire un autre AVC. Et on en a vu des patients qui ont été thrombolisés, qui sont revenus des mois, une année plus tard, faire un AVC ischémique, qui ont dépassé les délais, où parfois il y a des contre-indications et malheureusement ils gardent une séquelle à vie. Donc on leur donne une première chance. Donc on leur dit, voilà, faites attention, saisissez-la, faites attention à vos facteurs de risque, essayez de suivre régulièrement. Et puis on le dit souvent, avant d'arriver à prendre en charge un AVC, pourquoi pas faire attention à tous ces facteurs de risque qu'on a cités, manger 5 fruits et légumes, faire de l'activité physique, marcher plus de 30 minutes par jour, faire attention à son poids, ainsi de suite. Ça c'est pour la prévention primaire, aussi pour la prévention secondaire, l'observance des traitements et puis se faire suivre régulièrement si on a des comorbidités ou plusieurs maladies comme c'était le cas de M. Akli. Merci beaucoup messieurs, dames d'avoir participé à cette émission. Merci encore à vous d'avoir accepté de témoigner gentiment. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à son terme. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver vendredi prochain et on parlera de maladies rares. Au revoir.